Le gouvernement du président Erdogan, qui aujourd'hui a des comportements inadmissibles. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrian Arissoa. Vous l'avez senti, il y a comme un vent de guerre qui souffle en Méditerranée. Entre alliés, le ton monte entre la France et la Turquie, pourtant toutes deux au sein de l'OTAN. On vous explique. Bras de fer autour des richesses gazières. La Turquie a bien l'intention de profiter des gisements découverts en Méditerranée, et tant pis s'ils ne sont pas sur son territoire. La Grèce, Chypre et la France ne sont pas exactement du même avis. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. On a un début de bataille navale et surtout une guerre des mots. Ça devient chaud entre la France et la Turquie et surtout personnellement entre Emmanuel Macron et le président turc Recep Erdogan. Il est question effectivement du gaz que l'on pourrait trouver au fond de la Méditerranée. Et puis on va expliquer que le président turc dispose dans cette affaire d'une arme totalement dissuasive, l'arme des migrants. Il pourrait ouvrir les portes. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Andrian Arissoa. Par médias interposés, les présidents turcs et français s'invectivent et montrent les muscles. Alors forcément, ça fait très court de récré, mais on est plus dans le registre de la bataille navale, Nicolas. Une bataille navale qui a commencé à la mi-août. Les Turcs ont envoyé un bateau de prospection sismique, c'est-à-dire un bateau pour chercher du gaz dans les fonds sous-marins, juste à côté d'une toute petite île qui s'appelle Castello Rizzo, qui est vraiment un petit caillou qui est à 3 km seulement à un jet de pierre des côtes turques, mais qui appartient à la Grèce. Alors, quand on regarde la carte, on se dit mais les Turcs ont raison de dire que c'est chez eux parce que c'est vraiment très très près de la Turquie et très très loin d'Athènes. Sauf que si on regarde l'histoire, eh bien c'est l'inverse. Cette île, elle est grecque. Pourquoi ? Parce que après la Première Guerre mondiale et la défaite des Ottomans, les Turcs ont voulu se débarrasser des populations grecques qui se trouvaient sur leur territoire. Et il y a donc eu un accord qui a été signé au traité de Sèvres qui disait eh bien que les Grecs quittaient la Turquie, mais qu'en échange, ils récupéraient toutes ces petites îles. Donc voilà, c'est le résultat d'un traité qui a exactement un siècle, 1920, et qu'aujourd'hui le président turc remet en cause en envoyant donc ces bateaux faire des recherches là où théoriquement il n'aurait pas le droit de les faire. La Grèce a pris ça comme une intrusion dans ses eaux territoriales et a appelé à l'aide ses alliés européens. Voilà, et la France est le pays qui a le plus rapidement et le plus fortement répondu en envoyant 2 navires de guerre dans la zone, puis 2 autres Rafales et en organisant des manœuvres conjointes pour bien montrer aux Turcs, attention, vous êtes dans l'illégalité en faisant ces prospections gazières dans des eaux qui sont à la Grèce. Les Turcs l'ont très mal pris. Et puis, dernier épisode, il y a quelques jours, les Grecs ont annoncé qu'ils allaient acheter 18 avions Rafale à la France. Et ça, c'est pas rien. D'abord parce que ça coûte une fortune, 18 avions Rafale. Donc pour la Grèce, c'est un vrai geste politique parce que quand on vend des avions, eh bien on vend le service après-vente, on vend la formation des pilotes, on vend l'entretien des avions. C'est-à-dire que c'est pour plusieurs années que la France et la Grèce viennent de publiquement dire écoutez, on est ensemble et on restera ensemble dans ce conflit face aux Turcs. Face à cette réaction française auprès de son allié grec, eh bien le président turc est très très échauffé. Il a tenu le 12 septembre à Istanbul un discours où il parle de la France et d'Emmanuel Macron en particulier. Écoutez, il dit qu'il n'a pas de problème avec le peuple turc, mais il dit « Nous avons des problèmes avec Erdogan. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. Ne cherchez pas querelle au peuple turc, ne cherchez pas querelle à la Turquie. » Là, vous l'entendez, la violence verbale est vraiment montée d'un cran entre les deux pays, entre les deux présidents, mais surtout entre 2 alliés au sein de l'OTAN, Nicolas. Oui, c'est rarissime, effectivement, que 2 présidents de cette alliance atlantique se parlent sur ce ton-là. On vient de l'entendre, il a dit « Attention, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi ». Il a rajouté qu'il n'a aucune leçon à recevoir de la France, parce que la France, dit-il, c'est un pays colonial qui a les mains sales à cause de la guerre d'Algérie, à cause du Rwanda. Enfin bref, il appelle à l'aide l'histoire. En réalité, effectivement, Erdogan traite Emmanuel Macron de néocolonialiste, notamment à cause de ce qui vient de se passer au Liban. Emmanuel Macron est allé 2 fois à Beyrouth après la terrible explosion dans le port, et la 2e fois, il avait choisi une date bien précise. Il y est quand même allé le 1er septembre 2020. C'était le 100e anniversaire de la création du Grand Liban, c'est-à-dire que lorsque les Turcs l'ont abandonné, lorsqu'après la Première Guerre mondiale, ils ont dû rendre le Liban, qui est alors devenu un protectorat français. Donc il y avait quand même une sorte de pied de nez de la part d'Emmanuel Macron d'aller ce jour-là
va à Beyrouth fêter, en quelque sorte, commémorer ce qui est une défaite ottomane. En tout cas, on en est là et on assiste effectivement à des joutes verbales qui viennent s'ajouter à ces éléments de bataille navale cet été. C'est vraiment inédit entre deux alliés de l'OTAN. Oui. On n'a pas fini d'en entendre parler de ces tensions en Méditerranée puisqu'en fait, on soupçonne que la poche de gaz qui s'y trouve est énorme et s'étend sur le territoire de tous les pays de la zone, Nicolas. Oui, tout au fond de la Méditerranée. Donc, imaginez la carte, la partie la plus orientale, la plus à l'est de la Méditerranée. On pense qu'il y a une gigantesque poche de gaz qui, à terme, devrait être exploitée. Le problème, c'est que cette poche, elle déborde sur les eaux territoriales d'à peu près tous les pays de la région. Donc, la Turquie, la Grèce, Israël, Chypre aussi, bien sûr, mais même au sud jusqu'à l'Égypte et la Libye. Donc, tout le monde, et même les Palestiniens de Gaza peuvent être légitimes à vouloir prospecter et exploiter ce gaz. Donc, ça peut devenir une véritable pétaudière. Tout le monde va vouloir à un moment venir se servir dans cette énorme poche. Alors, pour l'instant, la Turquie et la Libye ont signé un accord entre eux pour se partager le gâteau comme s'il n'y avait personne d'autre. La Grèce a répondu par un autre accord, signé cette fois avec l'Égypte et avec Chypre. Ça ressemble à un gigantesque jeu de risque où chacun avance ses pions. Il y a beaucoup d'argent sans doute caché sous les eaux de la Méditerranée orientale. Malgré les enjeux politiques et financiers énormes, la France paraît bien seule à s'opposer à la Turquie, tout simplement parce qu'Erdogan possède ce qu'on pourrait appeler une arme de dissuasion massive. Une arme particulièrement cynique, c'est l'utilisation des réfugiés. Il y a 2 500 000 réfugiés syriens qui sont en Turquie depuis plusieurs années maintenant et qui, pour la plupart, n'ont qu'un rêve, c'est de gagner l'Europe. Et tout le monde le sait. Au mois de mars dernier, le président turc a utilisé cette arme pour nous envoyer un signal très fort. Il est allé à la télévision et il a déclaré « La frontière avec l'Europe est ouverte ». Depuis le moment où nous avons ouvert nos frontières, le nombre de ceux qui se sont dirigés vers l'Europe a atteint les centaines de milliers. Et il y en aura plus. Bientôt, ce nombre s'exprimera en millions. Erdogan dit ça avec un petit sourire en coin parce qu'il sait très bien l'effet qu'aura ces déclarations et la pagaille que ça va causer. Des milliers de réfugiés se sont aussitôt précipités vers la frontière grecque et la frontière bulgare parce que ce n'est qu'à 70 km. Le parti majoritaire d'Erdogan a même affrété des bus gratuits pour conduire les migrants jusqu'à la frontière. Et bref, en un week-end, c'était le 1er mars, on a vu 13 000 réfugiés qui pensaient qu'ils allaient pouvoir rentrer en Europe. Alors les Turcs ont ouvert les frontières, mais les Grecs et les Bulgares les ont gardées fermées. Et ces malheureux se sont retrouvés coincés dans le no man's land, entre les deux pays, coincés par des barbelés. Image terrible où l'on voyait, il faisait encore un peu froid en mars, ces malheureux coincés à la frontière. Et le message était extrêmement clair pour tout le monde. C'était, si vous m'embêtez, je vous envoie 2 500 000 réfugiés. Donc c'est pour ça, notamment, que les Allemands, qui gardent quand même un très mauvais souvenir de l'arrivée massive des réfugiés sur leur territoire en 2016, que les Allemands ne sont pas du tout derrière Paris et derrière Emmanuel Macron pour être ferme en ce moment face aux Turcs. Les Allemands ont en plus une communauté turque très importante de 3 millions de personnes sur leur territoire. Ils ont donc toutes les raisons de ne pas soutenir Emmanuel Macron. Les Américains ne sont pas avec nous non plus. Pour d'autres raisons, eux, ils ont besoin de la Turquie au sein de l'OTAN. Bref, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a l'air assez seul dans cette affaire. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.